peut-être surtout pour les nouveaux, pour vous expliquer dans quel contexte ce midi s'inscrit. Voilà, on parle beaucoup de la COP pour le moment, donc on est dans l'urgence climatique. Et ce qui est important, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut... C'est la question qui revient tout le temps, en fait, et qu'on se pose tous. Comment est-ce qu'on peut agir à l'échelle individuelle? Ça, c'est surtout très important pour son bien-être, pour se sentir bien avec toutes ces questions qui nous taraudent. Et aussi à l'échelle collective, parce que c'est bien entendu à l'échelle collective qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Donc ça, c'est le contexte de ce midi-ci. Notre orateur, c'est Thomas. On le connaît depuis plusieurs années. On l'aime beaucoup. On l'invite dès qu'on peut, tant qu'on peut. Alors Thomas, il est jeune. Il est diplômé en 2010 en commerce extérieur. J'ai fait un résumé de son parcours qui est déjà fort riche. Donc, en résumé, en 2019, il a créé Néo Solutions, qui est une entreprise spécialisée dans la réalisation de bilans carbone pour les entreprises. Il est aussi cofondateur de Émissions Impossibles. C'est une association qui est spécialisée dans le calcul de l'empreinte carbone individuelle. En 2020, il a rejoint l'ASBL des Shifters. C'est une association qui a vraiment pour but de décarboner l'économie belge et je pense même qu'il est dans le CA de l'association. Et puis, bien sûr, il donne de nombreuses conférences et on l'invite, on le réinvite parce qu'il est extrêmement didactique. Et puis, il part aussi, il fait beaucoup de... Il revient toujours en fait à son parcours personnel. Donc, il est très en cohérence dans ce qu'il explique en fait. Voilà, alors peut-être une phrase d'introduction de Valérie Masson-Delmotte, qui est une climatologue, qui est membre du GIEC, et qui dit chaque année compte et chaque choix compte. Voilà, comme ça vous avez vraiment le contexte dans lequel ce midi s'inscrit. Alors, à l'Université de Liège, il y a 2 ans, on a créé un Green Office, qui est vraiment une cellule qui aide à booster, et ce verbe, c'est un verbe qui a été donné par Sibylle et qu'on aime beaucoup, qui consiste vraiment à booster l'engagement de notre communauté pour le développement durable. Notre communauté, elle est large, c'est 25 000 étudiants, 5 000 membres du personnel, ça fait 30 000 personnes, et donc ça fait 1/8 du territoire liégeois. Donc, on peut vraiment faire la différence tous ensemble. On peut changer la culture à l'échelle de notre territoire. Nos impacts cumulés feront la différence, ça c'est certain. Et donc, c'est un programme ambitieux, vouloir mobiliser toute la communauté. Et donc, pour pouvoir mobiliser toute une communauté, il faut vraiment installer une stratégie. Et une stratégie riche qui va s'enrichir, qui va se co-construire aussi, tous ensemble. Et cette stratégie, elle est articulée en différents piliers. La sensibilisation et l'action, bien sûr. Il y a un lien très fort au Green Office entre ces 2 dimensions-là. Quand on vous donne des conférences, quand on vous partage des formations, derrière, tout de suite, on propose des actions pour ancrer dans le concret, parce que la connaissance, elle s'ancre dans l'action. L'intégration, c'est vraiment la co-construction collective, c'est écouter la communauté, savoir où elle en est, savoir ce qu'elle veut, comment elle souhaite être accompagnée à travers des enquêtes, à travers des ateliers d'intelligence collective pour bénéficier des idées qui sont dans un maximum de cerveaux, qui viennent d'univers différents. La durabilité, c'est ça, c'est la multidisciplinarité, c'est travailler tous ensemble. L'imagination, super important pour pouvoir s'engager vers quelque chose, mais il faut que ce soit quelque chose qu'on rêve au préalable, qu'on imagine au préalable de positif. On ne va pas s'engager dans quelque chose qu'on sent comme négatif. Et très souvent, la durabilité est encore un synonyme de choses négatives, d'une perte de confort, etc. Et pourtant, quand on écoute les gens qui s'engagent dans la durabilité, ce qu'ils vont partager, ils vont vous dire qu'ils sont heureux, que dans l'engagement, ils font de belles choses, ils se réalisent et c'est bon pour leur santé, pour les liens sociaux, etc. Beaucoup de communication, évidemment, pour faire sa place dans l'info-obésité actuelle. Donc ça, c'est super important. On a une équipe comme au Green Office qui est super active. Et le moteur au milieu de tout ça, c'est l'espoir. Voilà, l'espoir, c'est voir les belles choses là où elles sont, s'y accrocher et ça nous met en action. Et ce qui est intéressant, c'est que l'action qui est porteuse de changement, elle nourrit l'espoir. Et donc voilà, on a une spirale vertueuse. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ADN du Green Office, sensibilisation, action, c'est vraiment ce que vous allez entendre aujourd'hui dans la conférence de Thomas.
Et alors, aussi vous dire que c'est important de voir notre impact individuel et de voir aussi notre impact collectif dans nos actions. Et donc, au Green Office, on vous propose un programme de challenge, des challenges bas carbone notamment, mais aussi des challenges en faveur de la biodiversité. Et pour les challenges bas carbone, on indique les économies de carbone qu'on réalise quand finalement ce challenge on transforme en une habitude au long de l'année. Et Thomas va vraiment vous expliquer ça. Donc, quand vous allez sur la plateforme Alaya, c'est une plateforme gratuite, c'est un outil numérique qu'on a à l'université pour nous rassembler. Donc, je vous encourage évidemment à vous y inscrire. On est déjà plus de 2600 participants et on veut faire monter ce chiffre. On voit notre impact individuel, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit l'impact collectif. Donc, on voit le nombre de participants et on voit aussi l'impact des actions cumulées. Donc voici un petit peu le genre de visuel que le Green Office partage. L'équipe comme Laura, Sarah, les étudiantes font énormément de visuels pour inviter notre communauté à se relier sur la plateforme. Vous avez toutes ces informations-là sur le site web du Green Office. Bien sûr, pour le moment, on est dans une grande campagne aussi à l'Université de Liège depuis le début de cet automne. C'est la campagne Save Energy et donc avec toute une série d'actions qui sont menées au niveau institutionnel et aussi au niveau du Green Office pour inviter à des économies d'énergie et aussi voilà, ça fait gagner des moyens financiers qui peuvent servir pour des tas d'autres jolies choses à l'université. Et donc, vous verrez sur le site du Green Office toute une série de challenges qui sont tagués avec la campagne Save Energy. Et puis, un autre contexte important, Save Energy, mais l'autre contexte, comme je l'ai dit en tout début de cette introduction, c'est évidemment qu'on est pendant la COP27, on en parle beaucoup, et à l'ULiège, on a décidé de traduire ces discours en une action forte, impactante, qui est inviter toute notre communauté à calculer son empreinte carbone. Alors, pourquoi est-ce qu'on propose ce premier challenge-là? En fait, parce que c'est le premier challenge de la série de challenges carbone sur le programme du Green Office. Quand on calcule son empreinte carbone, eh bien, on peut voir c'est quoi finalement une empreinte carbone, c'est composé de quoi, donc c'est déjà une connaissance importante au XXIe siècle, et puis en plus on connaît ses impacts à soi, et on peut choisir de façon éclairée là où on veut les diminuer, parce que ce qu'on pense au Green Office, c'est que changer ses habitudes de consommation, ça ne doit pas être quelque chose de dogmatique, ça doit être au contraire quelque chose d'éclairé, libre à chacun de faire son chemin, de choisir son chemin en conscience, et c'est vraiment une question, ce qu'on appelle l'empowerment, c'est donner à chacun les clés pour pouvoir discerner et agir avec plaisir et en connaissance de cause. Donc voilà. Et alors, vous dire aussi que ce premier calcul de l'empreinte carbone, on le partage, on fait la publicité en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les autres écoles, dans les autres universités, dans les autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et aussi à l'échelle internationale. Lors de la COP, on a décidé de travailler avec l'AUF qui nous avait invités, qui est un réseau d'universités dans le monde francophone. Il y a plus de 1000 établissements. Et cette action, calcul de l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone en fait partie, va être relayée donc dans ce réseau-là et elle va être effectuée le 8 décembre. Alors pourquoi le 8 décembre? Parce que c'est la journée mondiale du climat. Voilà. Maintenant, on va laisser la parole à Thomas et juste vous partager cette petite citation de Desmond Tutu. Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Voilà. Merci à tous encore une fois d'être là et merci à toi Thomas de nous partager. Oh là là, alors moi je suis un petit peu lente avec... Voilà, j'arrête le partage. Comme ça tu peux partager Thomas. À toi. Et je coupe mon micro. Ça marche. J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint qui est très sommaire? Il y a juste écrit plan, introduction. Est-ce que vous voyez bien ça? Oui, oui. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Un grand merci d'abord pour l'invitation à Cécile et à toute l'équipe du Green Office. C'est toujours hyper chouette de venir parler ici, de travailler avec vous de manière générale. Au niveau du plan, l'idée c'est de faire une petite introduction avec quelques rappels qui seront nécessaires pour bien comprendre ce qu'est l'empreinte carbone, ce qu'est un facteur d'émission, avoir quelques ordres de grandeur. Donc ça c'est vraiment, je dirais, une toute petite base. Revenir aussi c'est quoi le CO2, c'est quoi le CO2 équivalent, parce qu'il peut y avoir des méconnaissances ou des amalgames.
Ensuite, je parlerai beaucoup d'actions. Je veux dire, 90% c'est action, d'abord individuelle, avec toute la question de l'empreinte carbone. C'est quoi l'empreinte carbone? Comment la réduire? Comment chiffrer finalement une action? Et puis alors derrière, il y a toutes les actions qui sont présentes dans les challenges du Green Office. Et puis, je parlerai un peu de la dimension collective qui est extrêmement importante aujourd'hui, avec des actions collectives au niveau du LG, avec d'autres types d'actions collectives qui peuvent être mises en place à l'échelle d'une commune, par exemple, ou plutôt à l'échelle régionale ou fédérale. Puis je terminerai par quelques mots de conclusion pour la suite. Le premier point, aujourd'hui, je commence toujours mes présentations par ça, parce qu'on parle énormément de climat. Le climat, c'est extrêmement important, sauf qu'il y a d'autres enjeux. Et qu'il y a au sein de la population générale, quand on parle de climat, beaucoup de personnes considèrent que le climat c'est l'environnement, sauf que l'environnement c'est beaucoup d'autres choses aussi. Il y a la pollution des eaux, la pollution du sol, la crise de l'eau, etc. Et donc je rappelle, voilà, ici c'est focus sur le CO2 et le climat, enfin, les émissions de gaz à effet de serre et le climat, mais il y a d'autres enjeux qu'il ne faut pas oublier. Petite question que j'aime bien poser. Donc, il y a différents types de gaz à effet de serre, le méthane, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote et puis les hydrofluorocarbures. Sans commenter, ce sera plus simple que d'ouvrir vos micros, mais de commenter dans le chat, de réfléchir simplement, de se poser la question finalement d'où viennent ces émissions. Pour le gaz carbonique, souvent c'est assez évident. Pour le méthane, ça dépend qui, mais souvent les gens savent, et puis après ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que je commence toujours par ce petit rappel. Mais en gros, pour faire simple, là vous avez le détail, donc ça vient de climat.be, donc de l'origine des émissions, donc sans rentrer trop dans les détails, au niveau du CO2, il y a deux grandes sources, c'est tout ce qui est combustion d'énergie fossile, et puis il y a tout ce qui est déforestation. Donc il y a toute une série de processus chimiques qui, de par leur mécanique chimique, on va dire, émettent systématiquement du CO2, comme la production de ciment et de chaux. Au niveau du méthane, on va retrouver dans tout ce qui est agriculture au sens large, donc il y a des ruminants qui ont autant émis du méthane, on a les rizières, les fumiers lisiers, l'exploitation du gaz naturel à travers ces fuites émet aussi du méthane, on voit aussi du méthane dans l'atmosphère. On va retrouver au niveau du protoxyde d'azote tout ce qui est agriculture et l'industrie chimique. Et puis dans tout ce qui est système de refroidissement, c'est un peu plus spécifique. Extincteur, on va retrouver des hydrofluorocarbures. Au niveau, quand on parle de climat, on rapporte tout au CO2. Alors souvent, il y a une petite nuance qui est très importante, c'est qu'on parle d'équivalent CO2. Et donc, on va convertir ces différents types de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. Donc on appelle équivalent CO2 ou CO2 suivi d'un petit e. Et donc moi, quand je vais parler ici d'émissions de gaz à effet de serre, je vais les mesurer en CO2, mais c'est toujours en CO2 équivalent. Donc ça, c'est assez important de bien le savoir. Au niveau du comment est-ce qu'on convertit, alors il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est le pouvoir de global et la durée de vie. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, sachez qu'en fait, c'est une espèce de conversion pour avoir un facteur unique qui permet un meilleur calcul. Au niveau du facteur d'émission, qu'est-ce que le facteur d'émission? En fait, ça va être l'élément qui va permettre de convertir une unité. Typiquement, si je parle de 1 kg de bœuf, si je parle d'un litre d'essence, si je parle d'un smartphone, comment est-ce que quand j'ai un smartphone, je convertis ce smartphone en émission de gaz à effet de serre? Ça va être le rôle du facteur d'émission. Donc c'est un élément qui va être aussi assez présent dans la présentation. Et comment est-ce qu'on calcule un facteur d'émission? On fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. C'est quoi une analyse de cycle de vie? C'est ceci, à savoir qu'on va prendre les éléments, différents éléments qui composent un smartphone. Alors il y a les connus, il y a un peu de plastique, il y a de l'or, il y a du dysprosium qui est moins connu. Typiquement, quand vous prenez un smartphone, une des questions qu'on ne se pose pas, mais comment est-ce qu'on fait apparaître les couleurs finalement sur son écran? Comment se fait-il que l'écran est tactile? En fait, pour ces différentes propriétés, en fait, il faut extraire différents types de métaux. Et donc, ça va nécessiter de l'énergie, parce qu'en fait, on va soulever, on va extraire des masses rocheuses, toute une matière assez importante, dont on va conserver seulement une petite partie de métaux rares qui vont être utilisés dans le smartphone. Ensuite,
ces métaux sont généralement acheminés d'un peu partout dans le monde jusqu'aux usines de production, qui sont généralement en Asie. Donc ça va être la partie fabrication, qui va nécessiter de l'électricité, par exemple, pour l'assemblage. Ensuite, ça va être transporté, parce que les smartphones ne sont pas vendus uniquement en Asie, ils sont vendus partout dans le monde. Ensuite, ils vont être distribués, alors soit via l'e-commerce, soit via le commerce classique. Ensuite, ils vont être utilisés, avec toute la partie utilisation, consommation électrique du smartphone pour le recharger. Et puis après, derrière, dans l'utilisation, ça rentre dans une autre partie. Ça va être toute la conception des vidéos, le transfert des données, etc. Et finalement, à chacune de ces étapes, on se rend compte qu'on va utiliser de l'électricité ou des énergies fossiles. Et donc, en quoi consiste la réalisation d'un facteur d'émission? Ça va être d'aller comptabiliser à chacune des étapes, finalement, la part d'énergie fossile qui a été nécessaire, ou l'électricité qui a été nécessaire, pour réaliser l'étape pour la production du smartphone. Et on va totaliser cette somme-là, et c'est comme ça qu'on va obtenir le facteur d'émission. Pour l'électricité, ici c'est une capture d'écran du 20 avril 2022 qui parle du mix électrique belge. L'électricité, en gros, c'est assez simple. On va faire en fait une moyenne de toutes les sources, enfin, des émissions liées à tous les types d'énergie. Donc pour le nucléaire, typiquement, on parle de 12 grammes de CO2 pour produire 1 kWh. Pour le gaz, on est plus ou moins à 490 grammes. Pour l'éolien, on est à 11 grammes. Le solaire, on est à 45 grammes. Le charbon, 820 grammes. Et donc vous voyez sur ce graphe-là qu'un pays comme la Pologne, dont le mix électrique est principalement produit à partir de centrales à charbon, va avoir une intensité carbone, donc on va émettre beaucoup plus de CO2 pour produire 1 kWh que, en l'occurrence, la Belgique ou d'autres pays. Alors ceci, c'est une vision à un instant T, donc il faut regarder ceci avec précaution, mais je trouvais que l'illustration était assez bonne pour un peu comprendre la question du kilowattheure électrique. Au niveau des ordres de grandeur, 1 litre d'essence, c'est plus ou moins 2,7 kg de CO2 équivalent, 1 kg de blanc de bœuf, c'est plus ou moins 33 kg, une rame de papier, plus ou moins, donc de 500 feuilles, c'est 2,3 kg, un t-shirt, c'est plus ou moins 5 kg, un kilowattheure magique, c'est plus ou moins 180 grammes. Donc ça permet d'avoir quelques chiffres en tête, je vais donner quelques chiffres à la suite de la présentation, et c'est toujours intéressant de garder ces chiffres-là pour pouvoir comparer finalement différentes actions. D'où est-ce que je tiens ces chiffres? Et ça, c'est un site qui est disponible gratuitement, qui est un site français. Vivement le jour où on aura notre propre site belge avec nos propres data belges. Donc en fait, si vous allez sur ce site-ci, qui est bilan-gs.adm.fr, vous allez pouvoir retrouver tous les facteurs d'émission de toute une série de produits en deux. Alors, quand on parle d'action individuelle, on parle beaucoup d'empreinte carbone individuelle. Alors, il y a deux grands types d'empreinte carbone, celle qui est basée sur la production et celle qui est basée sur la consommation. Il y a une grosse différence entre les deux, à savoir que celle basée sur la production, ce sont les émissions qui sont générées sur notre territoire. Donc, on va prendre toutes les émissions territoriales sur le territoire belge et on va le diviser par 10 millions. Par contre, si on s'intéresse à la question de la consommation, on va s'intéresser également aux émissions qui sont importées. Si vous regardez autour de vous, les différents produits aujourd'hui ont le label Made in, et le Made in Belgium se fait relativement rare dans tout ce qui est matériel électronique, dans le vêtement, etc. Et donc si on compare les deux, on est plus ou moins à 10 tonnes pour les émissions basées sur la production. Il y a 16 tonnes, alors c'est un chiffre qui remonte un petit peu, il y a un nouveau chiffre qui sortira début 2023, qui était le vieux chiffre, c'est 16 tonnes, mais potentiellement il a évolué depuis. Voilà, c'est pour donner un nombre de grandeur. Ici, vous avez une petite visualisation où l'épaisseur des flèches représente le transfert en millions de tonnes de CO2 entre les différents pays. Donc vous voyez, si on regarde l'Europe, on voit que la plupart des flèches arrivent en Europe plutôt qu'elles ne partent de l'Europe. C'est ce qui explique en fait la différence, enfin, c'est ce qui montre que la différence entre l'empreinte carbone basée sur la consommation, parce que finalement on a énormément de biens qui arrivent en Europe et qui ont été produits ailleurs, et l'émission, enfin, l'empreinte carbone territoriale. Voilà pour le petit pitch d'introduction. Maintenant je vais vous parler de l'empreinte carbone. Je vais essayer d'en parler
de manière assez concise pour gagner aussi beaucoup de temps sur la partie plutôt collective, avec un exemple qui n'est autre que le mien, parce que je sais qu'il y a à la fois des étudiants et des professeurs dans l'audience, et ce qui est assez marrant, pas marrant, c'est qu'il y a une grosse, 10-15 ans, j'ai été étudiant, donc je suis parti de ce constat-là et pas du tout sensibilisé. Et aujourd'hui, je suis prof, et donc j'ai fait d'autres changements, et alors je vais un peu essayer de parler de ce que j'ai fait, pour ne pas non plus répéter exactement ce que je vous avais déjà raconté l'année passée. Alors d'abord, l'empreinte carbone, comment ça se mesure? En fait, c'est assez simple. En fait, si vous voulez la réduire, vous montez sur la balance, comme perdre les poids, vous regardez un peu de quoi sont composés leurs repas habituels, on repère le sucre, et puis finalement on va se dire, bah, tiens, où est-ce qu'il y a beaucoup de sucre, et qu'est-ce que je ne dois plus manger, ou qu'est-ce que je dois moins manger, et quelles habitudes je dois changer. Pour l'empreinte carbone, c'est pareil. Quand on monte sur la balance, on est plus ou moins un certain nombre de tonnes. C'est tout l'intérêt du challenge que propose Vegan-Office, c'est de partir d'un point de départ avec un calculateur d'empreinte carbone. Et puis, c'est de regarder finalement nos différentes sources d'émissions, au niveau du logement, de la mobilité, de l'alimentation, de nos achats, de nos numériques, de nos loisirs, de voir où se trouve le CO2, et puis finalement de réduire nos émissions. Alors ici, la neutralité carbone, l'objectif c'est d'ici 2050. C'est un objectif qui peut effrayer et qui est effectivement très challengeant. L'idée, c'est plutôt, enfin, pour moi, l'idée, c'est pas de se braquer sur cet objectif-là d'ici 2050, de se fixer peut-être un objectif d'ici 2030 qui est des ordres de, je veux dire, 5 à 8 tonnes en fonction du lieu où vous habitez, des contraintes que vous avez. Si tous les Belges arrivaient déjà à 5 à 8 tonnes d'ici 2030, je pense qu'on aurait déjà fait un beau pas. Sur 5, c'est quand même beaucoup moins qu'un 8, mais restons confiants et modestes. Au niveau de l'empreinte carbone d'un étudiant, donc là j'ai repris la mienne. Donc vous avez le poste logement, le poste mobilité, avion, transport, le poste alimentation, numérique, vêtements, et puis toute une part associée au service public. Donc ça, j'étais à l'époque à plus ou moins 12 tonnes en tenant compte du service public. Comment est-ce que je l'ai calculé? Comment est-ce que ça se calcule? En fait, si on prend le logement, il y a deux aspects au niveau du logement. Il a fallu construire le logement et vous l'utilisez au quotidien. Donc au niveau de la construction, si vous prenez 160 mètres carrés, vous multipliez ça plus ou moins par 15 kg de CO2 par mètre carré par an. Ça, 15 kg par mètre carré, c'est plus ou moins le total d'émissions qui est nécessaire pour le construire amorti sur la durée de temps de votre logement. Aujourd'hui, on estime que 1 mètre carré d'une construction traditionnelle, c'est 450 kg de CO2. Là, je l'ai divisé par 30 ans. J'aurais très bien pu diviser par 50 ans si j'estimais que le logement dans lequel j'étais avait 50 ans. Aujourd'hui, 50 ans est plus utilisé que 30 ans. Donc voilà, ça c'est des questions un peu plus, on va dire, plus de méthodologie. Par contre, au niveau de l'utilisation, il n'y a pas spécialement pas de méthodologie en question. La consommation moyenne d'un Belge, d'un ménage belge, c'est 23 000 kWh de gaz. Alors je suis parti de gaz, pas sur le mazout. L'électricité, c'est plus ou moins 3 900 kWh. Et donc je vais multiplier ça par le facteur d'émission dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc brûler 1 kWh de gaz, c'est plus ou moins 0,22 kg de CO2. Enfin, ça émet plus ou moins 0,22 kg de CO2. Et donc je vais multiplier mes 23 000 kW par ce facteur d'émission. Et quand je multiplie, j'obtiens différents facteurs, sauf que je dois encore diviser ce facteur-là par le nombre de personnes qui habitent sous mon toit, qui habitaient à l'époque sous mon toit. Donc quand j'étais étudiant à côté, on était 5. Et donc l'impact associé à mon logement, à la construction de mon logement et à son utilisation était plus ou moins de 1,5 tonnes. C'est comme ça que j'ai obtenu le 1,5 tonnes tout à l'heure. Si vous avez des questions, je ne l'ai pas précisé, mais vous aurez tout le loisir de les poser à la fin de la présentation. Là, ce sera un peu plus simple. Au niveau de la construction du logement, aujourd'hui, alors bon, c'est pas tout à fait aujourd'hui parce que depuis ma situation a changé, mais à l'époque on vivait à deux dans un appartement de 90 mètres carrés, toujours avec le même facteur d'émission, donc vous voyez que l'empreinte totale d'un logement plus petit est de facto moindre. Donc ça c'est un point important. Et puis, quelles sont les autres actions qui sont possibles au niveau de quelles actions est possible de mener au niveau individuel? Vous voyez ici sur ce graphe-là, vous avez la consommation électrique de différents éléments chez vous.
Donc, vous voyez par exemple que le chauffe-eau électrique, c'est 1700 kWh. Donc c'est de loin le poste le plus important. Un petit radiateur électrique, chauffe-eau électrique, c'est 600 kWh. Donc vous voyez que par rapport à une machine à laver, par rapport à un frigo, par rapport à un lave-vaisselle, qui sont de l'ordre de plus ou moins entre 150 à 200, on est sur des facteurs qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, c'est important d'en tenir compte aussi pour les actions qu'on va mener par la suite. De là, on peut se dire que finalement, prendre une douche plus courte, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir plus d'impact que d'éteindre ses lumières. Parce que les lumières, c'est quelque chose comme 50 kWh par an, donc c'est pas énormément. C'est bon si vous êtes au LED ou si vous êtes si vous quelque chose à mais les ordres de grandeur sont quand même là. Vous avez tous les challenges proposés par les Great Office, hashtag c'est l'énergie, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Alaya. Et si vous avez des questions là-dessus, Cécile et Sarah se feront plaisir, enfin toute l'équipe du Great Office se fera un plaisir de répondre à vos questions. Mais voilà, tout ça est disponible avec quelques chiffres et toute une série de détails. Si je reprends moi, alors je vais aller assez rapidement. Donc 71% de l'impact c'est lié au chauffage. Donc en gros, le gros de l'enjeu c'est comment réduire ma consommation de chauffage. Et alors, ce qu'on a fait à deux, c'était diminuer la température à 19 degrés, ce que vous êtes en train de vivre pour l'instant à l'ULG. Ne chauffer que quand on est là, bien veiller à quand on quittait l'appartement, à bien éteindre le logement, ne chauffer que la pièce occupée longtemps. Donc, autrement, si on passe dans une pièce, on n'avait pas forcément de chauffage. Réduire la durée des douches, pendant des douches froides, donc tout dépend de ce que l'on est capable de faire. Après, moi, je suis pas non plus je veux dire un sadique, mais si on réduit déjà la durée des douches, c'est déjà super. Et puis, éteindre les appareils en veille. Et en faisant ça, on est passé, donc, si vous vous souvenez, on était à 23 000 km/h pour le ménage moyen. Donc ça, c'est vraiment tiré de la facture de gaz qu'on a reçu, donc le décompte annuel de gaz qu'on a reçu à l'époque sur un an d'utilisation d'appartement 2, en ayant pratiqué ces différents conseils. Et on est passé à 3400, donc c'est relativement peu. Comparativement, aujourd'hui, quand on parle du prix de l'énergie, forcément, ça a aussi un gros impact sur le portefeuille. À l'époque, alors je parle de ça, c'était il y a peut-être 2 ans, j'ai repris ces chiffres-là, on avait économisé, je crois qu'on a récupéré quelque chose de l'ordre de 800 € de récupération de charges par rapport à ce qui était prévu. Donc voilà, au-delà de l'aspect finalement climat, il y a aussi un aspect économie, mais cet aspect-là aujourd'hui est vraiment revenu au bout du jour. Et donc voilà, donc ça permet de réduire les émissions. Donc ici, vous avez de nouveau les calculs. Je pourrais communiquer les slides après si vous voulez revoir un peu les détails. Au niveau de l'alimentation, ça va être le même principe. On va prendre toute la quantité des éléments mangés sur une année et on va multiplier par les facteurs d'émission, ce qui donne un total de plus ou moins 2 tonnes. À côté de ça, si on va au restaurant, on va boire des verres, etc., il faut aussi en tenir compte. Donc ça, c'est la partie plutôt Horeca, qui est une partie relativement fixe, mais qui rentre aussi dans le calcul. Au niveau de l'alimentation, j'aime bien montrer ce schéma-là, en termes pour comparer finalement l'impact des différents types d'alimentation. Donc on a tout ce qui est viande de ruminant, fromage, beurre, volaille, lait, on voit que c'est un impact plus important que les fruits et les légumes de saison, le pain. Maintenant, on en mange aussi dans des quantités très différentes et ça permet aussi d'avoir un apport en protéines qui est aussi disponible d'autres manières. Mais voilà, c'est pour donner une idée de l'ordre de grandeur. Un autre point qui est important, alors je pourrais parler aussi de la question de l'alimentation locale, de l'alimentation de manger de saison. Manger de saison, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on évite de chauffer les serres, qui consomment du coup plus d'énergie que l'alimentation de saison. Au-delà d'autres questions autour de l'agriculture. Il y a la question des plats préparés. Manger un plat préparé, généralement, le produit a été transformé, donc ça a nécessité de l'énergie, il a été conditionné, réfrigéré, puis transporté souvent aussi dans un véhicule avec un réfrigéré, donc tout ça a des impacts, et donc en général, les plats préparés vont avoir un impact plus important que des plats classiques. Si cela vous intéresse, il existe un outil qui s'appelle l'agribalise, où vous pouvez découvrir l'impact environnemental de l'alimentation
de toute une série de produits. C'est extrêmement complet, c'est extrêmement bien fait. Si vous tapez Agrivalise ADEME, vous allez retomber sous le lien. Vous allez vraiment pouvoir découvrir toute une série de choses. C'est assez bien détaillé. Il faut rentrer dans les détails de l'alimentation. Alors, moi, concrètement, qu'est-ce qui a changé entre ma période étudiante et ma période actuelle? Je suis passé à un régime végétarien. Alors ça, c'est un choix personnel. Hein. Ce qu'on dit quand on parle de climat, ce qui est important, c'est de réduire sa consommation de viande. Donc, je fais pareil je dis pas qu'il faut absolument devenir végétarien, c'est mon cas et je parle de mon cas ici personnel. Mais réduire sa consommation de viande, c'est déjà un très grand pas. Manger plus de produits de saison, moi de préparer. Quand j'étais étudiant, j'avais une fâcheuse tendance à aller dans certains fast-food dont je tairai le nom de manière très très fréquente. C'était vraiment une habitude, hein, plusieurs fois par semaine. Donc forcément, quand on arrête ça, on mange à la fois moins de viande et on met une alimentation qui est quand même beaucoup plus saine. Passer de l'eau du robinet à l'eau en bouteille. Et puis, depuis que je suis étudiant, j'ai quand même drastiquement diminué ma consommation d'alcool, ce qui était plus ou moins une nécessité pour adopter entre guillemets un rythme de vie plus sain, plus serein et surtout concilier vie professionnelle et enfin, finalement avoir une vie professionnelle plus possible que ce que j'avais à l'époque quand j'étais étudiant. Donc voilà, donc ici on voit qu'il y a une grosse diminution du simple fait de faire quelques actions qui ne sont pas non plus hors du commun. Le passage, hein, si on mange moins de viande, ça permet déjà de fortement diminuer. Alors c'est peut-être pas 750 kg, mais ça reste très très important. Autre point, je regarde le timing. Au niveau de ma mobilité, alors ça, je pense que c'est le point qui est parfois qui est le plus complexe. Donc je jouais foot à l'époque, donc je suis originaire de Ouham, c'est près de la Midi. Et donc pour m'entraîner, je faisais des trajets, donc je faisais le trajet en train, Liège-Verviers, et puis là je reprenais une voiture. Donc vous voyez qu'il y avait toute une série de kilomètres qui étaient associés à mes déplacements sportifs. Donc ça pose la question de concilier sport et études, et j'ai pas de réponse à ça, mais du coup là c'était juste un fait. Le fait que mes parents à l'époque me ramenaient à Liège, ou les parents d'un ami en covoituraient, mais ça avait aussi un impact. Et puis après les week-ends, tout ce qui était sorti, etc., faisait que j'utilisais beaucoup la voiture. Et du coup, je prenais quand même le train en partie, je prenais un peu le bus, et puis en vacances, je suis parti, on partait. Alors j'ai pas fait des milliers de city trips, mais j'en faisais, je veux dire, peut-être par an, tous les 2 ans avec mes amis. Tout ça aussi pour dire que je n'ai pas. Enfin, je pense que quand je me vois aujourd'hui et que je vois comment j'étais avant, je me dis que ça laisse de la marge quand même à beaucoup de gens. Et qu'on peut être parfois surpris des actions qu'il est possible de faire et des changements qu'il est possible d'apporter. Tout le monde et sans poser le moindre jugement. Le Vietnam, c'est pas 4000 km pour le Vietnam, c'est juste que c'est le genre de voyage que je faisais tous les. En fait, j'en ai fait 2, on va dire, 2 grands voyages et je l'ai amorti sur 4 ans. Comment est-ce qu'on calcule tout ça? En fait, on prend les kilomètres réalisés par an, et une fois qu'on totalise ce nombre de kilomètres par an, on va les diviser par le nombre de passagers. D'où l'intérêt du covoiturage en fait là derrière. Donc la plupart des trajets que je faisais à l'époque, je faisais quand même en covoiturant beaucoup. Quand on étudie, en tant qu'étudiant et qu'on n'a pas sa propre voiture, on covoiture généralement par nécessité. Donc ce total-là, je le multiplie par le nombre de litres au 100 du véhicule et je multiplie par. Alors ça c'était le diesel, donc c'est le facteur d'émission du diesel et pas de l'essence. Donc ça me faisait un total, il y avait forcément l'utilisation associée, enfin l'impact associé à la construction de la voiture à prendre en compte. Et puis j'ai pris conscience des enjeux et progressivement j'ai adapté mon comportement. Alors avant je faisais plus ou moins 21 000 km par an, et si je suis passé à 16 000, donc ça reste beaucoup de kilomètres. Par contre, ces kilomètres-là, je les fais majoritairement en train, alors j'en fais toujours en voiture, hein. On est parti en Bretagne à plusieurs. En fait, c'était plus sain, c'était un petit village, donc on a décidé d'y aller. Donc ça fait quand même quelques kilomètres. Et puis derrière, la plupart de mes trajets aujourd'hui, je les fais en train. Je fais beaucoup plus de vélo électrique quand je suis à la campagne. Et puis beaucoup de bus. Et là maintenant j'habite à Bruxelles, donc plus de métro. Tout ça pour dire que combiner toutes ces différentes actions qui aujourd'hui n'ont pas du tout d'impact sur
sur mon travail, donc sur ma vie professionnelle, sur ma vie... je vois toujours autant mes amis. Ce qui change, par contre, c'est quand je les vois, ben, je vais essayer de les voir beaucoup plus longtemps. Un peu quand j'allais en voiture, enfin quand je roulais en plus en voiture, ben, j'allais les voir peut-être pour 2 heures, alors que là, ben, je vais dire non, si je fais le déplacement, on se voit 4, 5, 6 heures, et limite je passe la soirée et je dors chez eux le lendemain. Et donc c'est une autre de relations, donc c'est des relations qui sont peut-être moins fréquentes, mais qui sont sur des périodes plus longues, et qui pour moi, de nouveau c'est un témoignage très personnel, mais qui sont aussi qualitatives. Donc c'est une manière aussi de ne pas avoir l'absence de voiture ou d'utilisation de ma voiture comme une réelle contrainte, mais finalement ça permet aussi de changer le mode de relation, parce que quand on déjeune avec ses amis le lendemain, on a des discussions qui sont différentes que celles qu'on a le samedi soir quand on s'est plus depuis longtemps. Après, je dis ça tout en étant, tout en n'ayant pas d'enfant, tout en ayant aussi certaines libertés dans mon travail, du fait d'être indépendant, et sachant que j'ai des facilités que tout le monde n'a pas, donc je ne suis pas du tout en train de dire ce que je dois faire, ce qu'il faut être fait, je l'explique juste, je donne juste un exemple. Et alors là, vous avez tout ce qui est passager, donc en fait on va retrouver, pareil, je covoiturerai toujours, et donc au niveau de l'impact, pour aller assez rapidement, ça a quand même permis, en supprimant l'avion déjà, donc ça a un énorme impact sur l'avion qui est finalement, l'avion est pris aujourd'hui par, sur une année, il y a seulement 10% des personnes qui prennent l'avion, de la population mondiale qui prend l'avion, donc c'est quand même réservé à une certaine élite mondiale. Donc là, je ne le prends plus, je ne l'ai plus pris depuis quelques années. Et donc là, ça permet quand même de drastiquement diminuer les émissions. Ici, par rapport aux ordres de grandeur, ça, ce que je parle, je vous laisse un peu regarder. Donc, le fait de prendre le train pour une partie de mon trajet, donc en l'occurrence c'était une fois par semaine pour quelques kilomètres, de pratiquer les conduites sur tous mes trajets de 10 000 km par an, de covoiturer à 2 pour me rendre de midi au zoning des Plaines, donc c'est près de Verrières, à 200 jours par an, de faire un long voyage tous les 2 ans plutôt qu'un cycle par an. Alors ça c'est des exemples d'actions qui ne nous concernent pas, mais c'est pour expliquer l'importance des ordres de grandeur et mettre un peu quelques chiffres. D'utiliser une voiture électrique plutôt qu'une voiture thermique à hauteur de 10 km par an, de supprimer les trajets reportables et d'utiliser ceux-ci à hauteur de 10 km par semaine. Là, toutes ces actions-là, finalement, elles ont des impacts différents. Et quand on les mesure, en fait, on se rend compte que certains ont des impacts qui vont être beaucoup plus importants que d'autres. Donc ici, on voit typiquement que l'avion va avoir un impact minimum plus important que les autres. Le fait de covoiturer, typiquement, ça permet d'avoir aussi un gros impact. Covoiturer qui est contraignant, mais qui est en termes d'installation, d'investissement, c'est relativement simple. Ça prend du temps, c'est contraignant, mais ça nécessite pas d'investissement physique, on va dire. Le fait de prendre le train, donc voilà, ça c'est juste pour expliquer que certaines actions ont des impacts. Au niveau des biens équipements, c'est toujours le même principe. Donc en fait, on prend les différents chaussures, différents vêtements par exemple, et on divise ça par le nombre d'années que ça portait, et on obtient un total. Donc là pareil, j'ai pas fait de grands changements au niveau du nombre d'achats d'éléments que je fais. C'est pas là-dessus que j'ai accès, c'est pas une priorité que j'ai eue, parce que j'en achetais déjà relativement peu. Par contre, j'essaie de les porter plus longtemps, de les entretenir. Donc, j'ai appris à coudre un bouton, ce qui est très bête, mais ce qui peut être assez problématique quand on a un pantalon dont le bouton saute. C'est pas toujours évident de continuer à le mettre, donc savoir coudre, c'est un bête truc, mais ça permet de le faire. Il y a le lavage à bonne température, éviter le séchoir pour le garder plus longtemps, et puis acheter des vêtements en ce moment. Mais ça, personnellement, c'est le truc auquel j'ai pas encore vraiment. Je suis pas encore. Un des trucs que je dois encore faire. Au niveau des biens équipements, il y a aussi la question de la vidéo, du numérique, dont on parle beaucoup. Ici, vous avez un graphe qui reprend le volume de données entre un mail, une photo, de la musique, une vidéo, basse définition et haute définition. Donc on voit ici que la vidéo de définition a un impact drastiquement plus important. Et donc quand on regarde des vidéos, pour limiter finalement le transfert de données, il est possible de simplement réduire la résolution. C'est très facile via Netflix, il faut aller dans les paramètres, c'est très facile via YouTube, il y a les petits émoticônes, favicônes, paramètres, ça se fait
assez simplement. Une petite remarque par rapport à l'email dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé. L'email aujourd'hui, c'est 0,2% de l'empreinte carbone totale numérique. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Le transfert de stockage des emails. Donc supprimer ces emails, si ça vous prend du temps, il y a peut-être d'autres choses qui sont prioritaires. Donc, voilà, je le signale, on peut en discuter après dans les questions. Donc moi, par rapport à ce que je faisais avant, par rapport à aujourd'hui, en fait, en tendance, j'ai envie de dire qu'en 15 ans, l'impact du numérique a fortement augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement des smartphones qui sont plus grands, qui ont un plus gros impact. On a de plus en plus de sollicitations numériques, de passer plus de temps dessus. Donc moi, j'ai continué à regarder les vidéos comme je l'ai regardé il y a 10-15 ans, donc en basse définition. Je regarde un petit peu moins. J'utilise moins de papier qu'avant, donc ça c'est un réflexe que j'ai pris. Et puis alors, j'avais un projecteur avant que je n'ai plus. Et puis, voilà, on a un lave-vaisselle, enfin le lave-vaisselle, si vous avez laissé garder le lave-vaisselle ici, j'ai pris ça parce que c'était mon cas. Et voilà, l'évolution des smartphones, typiquement, mon smartphone d'aujourd'hui augmente les émissions. Même si je le gardais aussi longtemps. Voilà, et donc on se rend compte que finalement, dans ces impacts-là, on est sur des dizaines de kilos, on est sur 150 kilos au total, alors que de l'autre côté, on était quand même à l'alimentation, on était plus ou moins à 1 tonne, la mobilité, on était plus ou moins à 2 tonnes, donc on est sur des facteurs, des ordres de grandeur qui sont quand même très différents. Voilà, ici, rapidement, la comparaison des impacts. Donc on voit que le fait de porter plus longtemps ces vêtements, le fait d'acheter son mobilier d'occasion, d'augmenter la durée de ces équipements, vont avoir des impacts très importants. Alors ce graphe-ci, ici, on peut utiliser parce que c'est augmenter la durée d'appareils individuels, donc smartphone, ordinateur, machine à laver, mais si vous augmentez la durée de vie de tous vos biens et équipements, en fait, la barre va forcément être beaucoup plus longue, et donc ça a aussi un impact assez intéressant. Et la question des services publics qui joue aussi. Aujourd'hui, quand j'allais à l'université, forcément, l'université elle est chauffée, il y a des professeurs qui s'y rendent, il y a l'électricité, il y a la construction de nouveaux locaux, l'aménagement de nouveaux locaux. Donc tout ça a un impact. Au-delà de l'éducation, il y a l'approvisionnement en eau, il y a l'armée, il y a la santé. Donc toute cette part-là, ça représente aussi une partie de notre empreinte carbone qui aujourd'hui n'est pas bien chiffrée. Mais bon, il faut savoir quelle est en ligne de compte, et j'y viendrai juste après. Voilà. Donc mon empreinte carbone finalement en tant qu'étudiant, elle a fort évolué, elle était à plus ou moins 9 tonnes. Et aujourd'hui, elle est passée, avec les nombreuses actions que j'ai mises en place, elle est passée à plus ou moins 5 tonnes. Voilà, de nouveau avec l'avantage de vivre à Bruxelles, de pouvoir faire beaucoup de choses en déplacement, en transport en commun ou à vélo, le fait de ne pas avoir le fait de vivre seul et d'être indépendant me facilite aussi, dit simplement, si je devais aller déposer mes enfants à la crèche, forcément, j'avais une contrainte qui est différente de celle que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, c'est quand même une réduction qui est intéressante, et si vous la comparez à la Belge, donc sans tenir compte de la partie service public, par rapport à la moyenne belge qui est plus ou moins 13 tonnes, il y a quand même déjà une belle différence. Ceci dit, une fois que moi j'ai fait tout ça, j'ai diminué mon empreinte de plus ou moins 4 tonnes. L'empreinte de la Belgique, donc les émissions de la Belgique c'est plus ou moins 110 millions de tonnes, elle est passée à 109 929 926 tonnes, ce qui finalement n'a pas changé grand-chose. D'où l'importance de passer de l'échelle individuelle à l'échelle collective. L'avantage de l'échelle individuelle, c'est que c'est simple. C'est assez simple, on décide soi-même de ce qu'on veut faire, on applique. Peu de personnes sont prises en compte dans nos choix. Quand on est en ménage, c'est un peu différent, mais de manière générale, la moindre personne à convaincre. Quand on passe au ménage, à ses amis, à une école, c'est encore plus important. Et aux institutions, c'est encore plus important. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est donner quelques exemples que j'ai chiffrés dans le cadre d'une commune, et puis après on parlera de l'Université de Liège, et puis après je parlerai d'exemples que peuvent prendre la région de Bruxelles-Capitale par exemple, parce qu'on a travaillé là-dessus avec les shifters, pour donner différents types d'actions, différentes sortes de grandeurs. Une action simple, inviter ses amis à manger une bonne lasagne végétarienne et leur donner la recette, et espérer que s'ils l'aiment, ils la refassent.
Ça permet du coup de manger des bons produits, de manger quelque chose de sympa qui a un impact relativement faible, tout en passant un bon moment, et tout en sans forcément parler du fait de manger moins bien. C'est juste on partage une bonne recette, les gens la répliquent, si elle est bonne et si vous cuisinez bien, et derrière ça doit mettre une. Je chiffrerai tout ça après. Alors moi je suis juste à côté de Malmedy, donc c'est un événement qui est assez important pour les Malmédiens. Il y a peut-être des gens qui ont été au carnaval de Malmedy dans mon audience. Mais voilà, typiquement, organiser le covoiturage autour d'événements, alors là j'ai pris le carnaval, parce que j'avais travaillé là-dessus, qui permettrait d'augmenter le nombre de passagers de 2 à 2,5 personnes pour 20 000 participants sur une durée aller-retour de 30 km. Ça peut potentiellement avoir un impact aussi intéressant. Ajouter un plat végétarien dans les cantines communales, donc en l'occurrence se dire dans les repas qui sont proposés par les maisons entrepôts ou les cantines scolaires, avoir un repas par semaine qui est végétarien, donc on n'est pas non plus en train de remplacer tous les plats. Sur 2000 plats hebdomadaires, ça peut aussi avoir un impact. Réduire la température de l'université, forcément, ça j'y viendrai juste après. Un autre point qui est intéressant, donc là c'est vraiment basé sur les données d'une école primaire de Malmedy, c'est sur les 200 enfants qui sont à l'école là-bas, certains ne mangent pas, et c'est d'inciter à ne pas venir reprendre son enfant sur le temps de midi en voiture, mais finalement de proposer d'éviter ce trajet-là. Laisser l'enfant manger à la cantine scolaire. Si les parents se disent moi j'aime bien manger avec mon enfant, etc. Ce qui peut être envisageable, c'est de faire une tournante pas au centre de Nantes, pas 200 parents aller chercher leur enfant, mais d'aller à quelques parents et participer à la cantine, faire une animation, faire ce genre de trucs. Voilà, il y a des choses qui sont envisageables. Et il y a cette question finalement de limiter l'impact qui peut quand même avoir potentiellement les impacts du changement climatique, donc potentiellement un impact sur leurs enfants. Bon, voilà, c'est des questions complexes, mais c'est juste pour ici souligner le type d'impact que ça peut avoir. Systématiser l'ajout d'une piste cyclable sur la nouvelle route, en disant qu'avec des pistes cyclables sécurisées, 10% des habitants se déplaceront 1 à 2 fois par semaine, feront 1 ou 2 trajets par semaine pour aller en Malmedy, donc c'est quelques kilomètres, c'est peut-être 5 ou 10 km, pour faire leurs courses par exemple, ou aller voir des amis, 6 mois par an, donc on n'est pas non plus dans la contrainte hivernale qu'on peut rencontrer en Ardennes. Mais en faisant ça, ça permet aussi de réduire les émissions. Et donc, si on prend les émissions, voilà, on est sur 2 tonnes, donc 2 tonnes c'est quand même pas rien sur le repas végétarien, si vos amis prennent cette habitude-là. On est à presque 12 tonnes sur un événement, il s'agit vraiment de communiquer sur un événement, donc ça a quand même un impact. On est sur 33 tonnes, donc 33 000 kg au niveau du repas de la cantine, 23 000 pour l'évitement de l'aller-retour des parents pour aller reprendre leurs enfants à la cantine, à midi. 40 000 sur l'ajout de pistes cyclables. Alors, on est resté dans des scénarios peu ambitieux. Potentiellement, ça pourrait être beaucoup plus, un pourcentage d'habitants plus important et des trajets plus fréquents. Ça représente 13 000 de mazout par an. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et donc, quand on compare tout ça, on voit qu'on est donc déjà dans des impacts en parlant en milliers de kilos de CO2. Donc on est dans un ordre de grandeur beaucoup plus important dès qu'on passe à l'échelle collective, quoi. Tout en étant dans des actions qui ne sont pas non plus irréalistes et irréalisables. Il y a toujours une question de bonne volonté là derrière, mais voilà, ça reste des choses qui ne sont pas inenvisageables et hyper contraignantes. On n'est pas sur imposer tout le monde à la vélo, on n'est pas sur 100% d'un repas végétarien. Donc voilà, dans les institutions comme bien. Ce qu'on a fait avec les shifters, je regarde le timing, je vais aller très très vite. On a fait une mission qui concernait le PAD, donc ce sont des plans d'aménagement directeur, pour se poser la question, aujourd'hui quand on rénove un quartier à Bruxelles, alors je ne connais pas comment ça se passe à Liège, il y a une étude qui est réalisée, et cette étude ne tenait pas compte, dans le cadre de la rénovation du quartier, de l'impact climat. Donc nous en fait on a analysé ça, on a étudié ça avec l'association,
Et on a proposé un scénario alternatif. On dit autrement, sur le scénario de base, on détruisait l'ensemble des bâtiments et on en construisait de nouveau en béton. Il y avait la description d'un petit bois, c'est pas une forêt, c'est un petit bois. Et de l'autre côté, on a proposé une alternative où on réhabilitait les bâtiments existants, donc on évitait la destruction. La nouvelle construction qui était limitée était faite en bois. On conservait le petit bois, et puis on conservait les hypothèses de départ quant au nombre de logements créés et d'activités économiques créées. Et donc là, on était sur 8 450 000 tonnes évitées par an pour un plan d'aménagement directeur, sachant qu'il y en a une dizaine à Bruxelles. Donc là, voilà, on parle maintenant, donc juste avant, ici, j'étais en milliers de kilos. Donc en fait, individuellement, on parle de dizaines, centaines, on va dire ça comme ça. Collectivement, on aborde les milliers, les dizaines de milliers. Et puis, quand on touche à un projet qui touche ici à une région, on parle en millions de kilos. Donc, vous voyez qu'il y a des facteurs qui sont de 10, 100, 1000. Enfin, voilà, c'est pour vraiment souligner et traduire à travers des chiffres l'importance de l'impact, enfin, l'impact et l'importance de passer à l'échelle collective aussi. Si je reviens sur les services publics, au niveau du bilan carbone, au niveau de l'ULG, je vais expliquer en 2 minutes ce que c'est un bilan carbone. Et puis, dans la foulée, j'expliquerai le bilan carbone de l'ULG assez rapidement aussi. Donc le bilan carbone, en fait, il faut définir un périmètre pour savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du bilan carbone d'une école. Est-ce qu'on tient compte uniquement des énergies fossiles brûlées, émises par le moyen de chauffage de l'école? Est-ce qu'on tient compte que de ça? Ou est-ce qu'on tient compte aussi de l'électricité? Donc ça, c'est généralement toujours pris en compte. Des véhicules qui appartiennent à l'école, des bâtiments construits par l'école. Ça, c'est ce qu'on va souvent appeler scope 1 et 2. C'est ce qui est directement émis par l'école en tant que propriétaire. En scope 3, si vous louez des bureaux, par exemple, ça rentre dans le scope 3. Donc, vous êtes une entreprise de service, vous louez vos bureaux, ça rentre en scope 3. Les déchets émis, ça rentre en scope 3. Les déplacements de domicile de travail des employés, ça rentre en scope 3. Les déplacements professionnels en avion, ça rentre en scope 3. Les investissements de l'école, ça rentre en scope 3. Enfin, voilà. Donc vous avez ici, la question c'est à l'université, l'idée c'est de prendre le périmètre le plus large possible. Alors, je n'ai pas les détails. Ici, c'est la méthodologie vraiment du bilan carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de neutralité carbone, qui est un terme qui n'a aucun sens à l'échelle d'une entreprise et d'une école, donc ça n'a juste aucune définition scientifique. Les entreprises qui communiquent néanmoins là-dessus communiquent généralement sur leur scope 1 et 2. Donc, ce qui est une certaine hypocrisie, parce que finalement, elles évitent la majorité de leurs émissions, dont elles sont dépendantes et qui représentent en moyenne 80% de leurs émissions. C'est une petite parenthèse. Donc comment ça se passe un bilan carbone? En fait, on va définir les différentes composantes. Donc on a un bâtiment, l'électricité, le mazout, le nombre de véhicules, le nombre de smartphones, et puis il y a tous les déplacements des visiteurs. Ici, pour vous schématiser, c'est le bilan carbone d'une entreprise textile. Donc, qui va faire de l'impression textile. Donc elle va avoir dans ses entrants des t-shirts qui vont être amenés jusqu'à l'usine, les déplacements des emplois de domicile de travail, les déchets générés, et puis finalement la livraison de ces t-shirts, leur utilisation, lavage, nettoyage, repassage éventuellement, et puis la fin de vie. Donc là, en gros, vous avez une vision plus ou moins complète de ce que propose l'entreprise. Il y a des choses dont elle est dépendante de tout, mais il y a des choses dont elle est directement responsable et celles dont la responsabilité peut poser question. Néanmoins, si on va avoir une démarche globale d'action sur le changement climatique, c'est important de tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter les données, donc les différentes données dans le cadre d'un bilan carbone, et donc des déplacements, ça se mesure en kilomètres. Le nombre de smartphones, on va mesurer le nombre de smartphones. Les déplacements de livraison d'objets, de biens, ça va se mesurer en tonnes kilomètres, etc., etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir ces données en émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour ça, on va observer d'où viennent ces émissions. D'où est-ce qu'elles viennent? En fait, on va regarder à chaque fois, à travers l'analyse du cycle de vie que je vous ai présenté, où est-ce qu'il y a de l'énergie fossile derrière chacune de ces unités. Une fois qu'on a observé là où se trouvaient toutes ces énergies fossiles, on va les multiplier par le facteur d'émission.
dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se calcule en émissions de CO2 équivalent. Et donc en fait, vous allez multiplier vos kilowattheures par vos unités par les émissions de CO2. Donc si j'ai 10 000 kWh, je vais multiplier mes 10 000 par 0,18. Et je vais faire la somme de toutes ces émissions pour obtenir mes émissions totales, ce qui va me permettre d'avoir une répartition totale de mes émissions. Donc ça, c'est le principe d'un bilan carbone. Et donc, le bilan carbone de l'huilage, voilà ce que donne le résultat. Donc il y a différentes composantes, les achats, l'énergie, la mobilité et les déchets. Donc on voit que les déchets, c'est une très faible part, à 1% des émissions totales. Le gros, c'est les achats. Alors, une des manières aussi de calculer des émissions, c'est de prendre le facteur euro. Autrement, on va prendre des factures de l'entreprise. Donc, si vous achetez pour 10 000 euros de journaux, ou bien si vous achetez pour 100 000 euros, je sais pas, de biens de construction, et vous n'avez pas le détail du facteur d'émission, mais en fait, vous allez prendre un facteur en euros qui est normalement la dernière manière à utiliser pour obtenir des émissions de CO2. Pour dire simplement, on va dire qu'en euros de construction, on va émettre, alors c'est 100 kg de CO2, 1 kg de CO2 équivalent. Donc ça, on pourrait y revenir, mais ça c'est vraiment le dernier choix. Généralement, on essaie vraiment de partir d'une donnée physique de base. Au final, 95 000 tonnes, c'est plus ou moins les émissions de 6 000 belges, pour vous donner un ordre de grandeur. Et quand on regarde en détail, qu'est-ce qui se cache derrière ces émissions? Donc là, on est vraiment sur l'impact lié aux achats. Donc on va retrouver dans les plus gros postes les machines et les équipements, la construction, tout ce qui est chimie, géochimie, tous les biens. Et donc après, il faut vraiment rentrer dans le détail, mais voilà, ça donne un aperçu des différentes sources d'émissions. Là, vous avez les émissions liées à la mobilité. Alors, je tiens à préciser, c'est pas moi qui ai fait parce que je fais des bilans carbone, comme a dit Cécile, et en l'occurrence, c'est Climact qui a fait le bilan carbone de l'ESG, donc je ne veux pas m'approprier leur travail. Donc je me souviens que c'est bien le travail de Climact. Et donc, ici, on va retrouver la question de la mobilité. Donc, on voit que le déplacement des employés représente quand même une partie assez importante, puisqu'il y a peu d'employés, alors que les étudiants, enfin, moins d'employés que d'étudiants, et on va avoir des émissions assez importantes au niveau des étudiants. Et puis on va retrouver la mobilité des étudiants Erasmus, la mobilité internationale des employés. Il y a une question qui peut se poser, tiens, est-ce que c'est nécessaire que les employés voyagent autant à l'international ou pas? Moi, je n'ai pas de réponse, je ne suis pas dans le milieu académique. Mais voilà, c'est des questions qu'il est important de se poser, à la fois en termes de nécessité, mais peut-être aussi en termes de fréquence. On va peut-être plus la question de la fréquence dans un premier temps, qui mérite d'être posée. On discutera par la suite. Au niveau des étudiants, alors ici vous avez toutes les émissions liées à l'énergie. Donc ça c'est ce qui nous concerne moi actuellement. Donc le Sartillement, ça c'est scindé pour les différents campus. Et donc on voit que l'impact associé à l'énergie, il y a une partie pour l'électricité, une partie associée au mazout, une partie associée au gaz naturel, une partie associée aux pellets. Vous avez la chance, à l'Université de Liège, le chauffage est principalement lié aux pellets, et donc c'est moins émissif finalement que le gaz naturel et encore plus que le mazout. Donc voilà, donc ça vous donne une idée de l'ordre. Une université qui n'aurait pas ce système de chauffage aura un impact beaucoup plus important au niveau de l'énergie. Et donc vous avez pour ça, vous avez eu toute une série de challenges qui vous ont été proposés, avec des éco-gestes à mettre en place au niveau de l'université, donc sur le fait de repérer, enfin de bien couper les vannes en quittant les locaux, de vérifier les vannes qui ne fonctionnent pas, d'éviter d'utiliser des chaufferettes, d'éteindre les lumières et les portes quand on quitte un espace, etc. Vous laisserez découvrir tout ça, je pense que le lien va être posté en commentaire. Voilà, j'ai essayé d'aller rapidement, j'ai juste quelques conclusions, peut-être 5 minutes de conclusion. Ce qui est important, c'est de prioriser ces actions. Donc vous avez des actions avec des faibles impacts et des actions à fort impact. Quand vous devez choisir, c'est toujours mieux de privilégier les actions à fort impact. Néanmoins, il y a une autre composante qui rentre en jeu, c'est la facilité
de la mise en place. Si une action est facile à mettre en place ou si elle est difficile à mettre en place, forcément, il faut en tenir compte. Moi, je conseille toujours de commencer par forcément ce qui est facile et ce qui a un fort impact, et ce qui est facile et qui a un faible impact. Pourquoi? Parce que c'est facile. Ensuite, on s'attaque à ce qui est difficile et ce qui a un gros impact. Et puis, quand on aura fait tout ça, on s'attaque à la partie la plus complexe, ce qui est difficile et ce qui a un faible impact. Et voilà, c'est important finalement peut-être d'arriver à chiffrer ces actions, pour arriver à les mettre sur ce genre de tableau, de collectivement définir ce qui est facile et difficile, parce que c'est une notion très subjective, et puis finalement de faire une liste entre voilà, ce qui sont nos priorités d'actions, une liste de 3 actions par exemple. Un point important quand on parle d'agir au niveau d'un établissement scolaire, au sein d'une organisation, c'est de bien s'organiser. Alors par rapport, j'ai oublié de le dire, par rapport au bilan carbone, si vous avez des questions, vous adressez à Maud Leloutre qui nous écoute aussi, qui pourra répondre aux questions, qui est responsable de la cellule énergie-environnement de l'ULG. Et typiquement, si vous dites, voilà, au sein de mon bâtiment, moi je vais commencer à m'intéresser, j'ai plein de questions, etc. Je trouve ça super intéressant et tant mieux et c'est génial. Et donc vous allez solliciter quelqu'un, ça pourrait être Maud par exemple, et vous allez envoyer plein d'emails. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un risque de surcharge et de ne pas avoir de réponse. Et donc, en s'organisant différemment, vous pourriez aussi vous dire, finalement, moi, je vais être un intermédiaire entre, alors, je fais des hypothèses, entre les différents bâtiments du Green Office. Donc, il peut y avoir une cellule, par exemple, par bâtiment qui se pose sur la question énergétique. Il peut y avoir aussi une équipe par cellule qui se pose plutôt sur la question des achats ou des investissements, enfin, tout ça pose question. Et puis d'avoir une équipe finalement qui centralise ces informations, qui du coup va progressivement aussi monter en compétences et avoir la capacité de répondre directement pour éviter certaines surcharges. Et ça c'est important parce qu'en fait dans un travail, si vous avez des goulots d'étranglement au niveau de l'information, en fait elle ne passe plus. Et vous pouvez perdre entre guillemets en envie, en volonté de travailler parce que vous n'avez pas les réponses et vous êtes dans une certaine frustration. Et donc voilà, réfléchir à l'organisation, tenir compte aussi, avoir une certaine empathie pour les gens avec lesquels vous travaillez, qu'elles, c'est pas forcément qu'elles n'ont pas envie de le faire, mais toujours des limites en temps. Donc voilà, c'est avoir une réflexion saine, ne pas hésiter à communiquer et à en parler. Au sein des équipes internes, par exemple au sein d'un bâtiment ou entre plusieurs personnes, c'est important de se voir physiquement, d'échanger, alors de manière formelle, de manière informelle, aller boire un verre, aller manger un bout. Voilà, c'est aussi d'avoir cette notion de plaisir d'échanger, de discuter sur la question climat, la question carbone, peut-être d'autres questions aussi, parce que voilà, ça permet d'améliorer la dynamique. Une autre réflexion générale, c'est celle sur nos besoins. Ça, c'est une étude qui a été faite, que j'ai tirée de Nate Edgens, qui est quelqu'un qui parle très bien des enjeux énergie, climat et psychologie en anglais. Si vous cherchez des références pour ça en anglais, je peux vous le donner, c'est And I Am de Nate Edgens, qui fait ça très très bien. Enfin bref, au niveau de... On a posé la question à des Américains. Bon, c'est des Américains, c'est pas des Belges, la réalité serait peut-être différente en Belgique. Si vous préférez vivre dans une maison de 200 mètres carrés dans un quartier de 150, dans un quartier où les personnes ont une maison de 150 mètres carrés, ou est-ce que vous préférez habiter dans une maison de 300 mètres carrés, là où les personnes ont en moyenne une maison de 400 mètres carrés? Et la réponse, ne pas vous étonner. En fait, si je pose la question, si je pose ce constat, vous vous doutez de la réponse, la plupart des gens préfèrent habiter dans une plus grande maison que les autres. Et la taille importe peu. Et donc ça questionne réellement la question de nos besoins, parce que finalement, vu que chaque bien de consommation, chaque besoin, on va dire matériel, nécessite de l'énergie et engendre des émissions, se poser la question finalement un peu philosophique de quoi a-t-on réellement besoin, je pense qu'elle est importante aujourd'hui et qu'elle est absolument nécessaire pour lutter face aux enjeux. Ici, la question de la révision de besoins, ce graphe, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il prend la part de l'utilisation du véhicule pour des trajets de différentes distances. Et donc, on voit finalement la part de la voiture, alors c'est en France, je ne suis pas sûr que c'est fondamentalement différent en Belgique, entre 0, donc en fait, vous avez entre 0 et 1 km, 1 et 2 km, 2 et 3 km. Et donc, on voit finalement que la voiture est très utilisée pour des trajets très courts, en fait.
Alors, je ne dis pas que la voiture se substitue facilement, je parlais tout à l'heure des contraintes, du devoir aller déposer des enfants, de la disponibilité de pistes cyclables, sécurisées, etc., de la météo, voilà, tout ça se questionne. Et voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a quand même de la marge. En Belgique, les chiffres, à mon avis, sont plus ou moins similaires, mais il y a quand même moyen de faire toute une série de kilomètres autrement, et donc revoir finalement ce besoin d'utiliser la voiture pour beaucoup de ces trajets. Une autre réflexion que j'avais, on est à l'université, il y a des étudiants, des professeurs, des chercheurs qui nous écoutent. La question autour du bilan carbone, elle n'est pas, enfin, autour de l'action climatique, elle ne doit pas être auto-centrée sur le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est important, donc il faut réduire les émissions, mais il y a un autre enjeu, qui est le même que pour la culture, c'est finalement de jouer sur qu'est-ce que l'université produit. Elle produit du savoir et elle forme des personnes. Et le savoir et la compréhension des enjeux qu'ont ces personnes vont avoir un impact extrêmement important, finalement, pour la suite. Donc ma question, c'était est-ce que réduire ces émissions est le seul rôle de l'université? J'ai déjà donné la réponse. Et voilà, en tant que professeur, ce que vous aimez peut-être faire, c'est de donner cours, d'adapter vos cours, etc. Vous aimez peut-être plus de faire ça que de réfléchir sur la question de la consommation d'énergie, des bâtiments dans lesquels vous vous trouvez. Et c'est très bien, je pense qu'il faut différents profils, il y a différentes personnes. Et donc typiquement la question des cours que vous dispensez, l'inclusion des enjeux énergie-climat dans ces cours, l'inclusion de comment finalement, en sociologie, comment faire comprendre la question climatique à des personnes moins concernées, quels sont les freins sociologiques associés, je sais pas moi, au changement de type de mobilité. Aujourd'hui, la voiture individuelle, elle a quand même été poussée pendant des années, des dizaines d'années, comme étant une fin en soi. Avoir une belle voiture, une grosse voiture, ça reste quand même idéal, voire un peu une forme d'accomplissement pour certaines personnes. Là, finalement, comment, en tant que prof de sociologie, je travaille à déconstruire tout ça. Désolé, je parle de sociologie, mais j'ai mes limites là-dedans. Voilà, j'essaie juste de donner un exemple. Il y a un travail qui a été fait par Education for Climate qui liste, qui essaie de chiffrer la part des cours associés aux objectifs de développement durable dans le cursus universitaire, dans les différentes universités. Vous pouvez aller trouver tout ça. Education for Climate est très ouvert à la discussion, donc si vous avez des remarques par rapport à leur travail ou l'absence d'informations, n'hésitez pas à leur dire, ils seront hyper heureux de travailler avec vous. Et l'autre objectif d'Education for Climate, c'était d'arriver à lever des fonds pour avoir des personnes qui font des programmes pour revoir les cours. Il y a aussi comment former les ingénieurs de demain, qui a été développé par The Shift Project, qui sont des ressources assez intéressantes à explorer si vous travaillez dans la faculté d'ingénieur. Voilà, j'ai un peu dépassé, je m'en excuse, mais je vais terminer par une dernière note. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma. Quand on parle de climat, aujourd'hui, il y a quand même toujours cette question de climat. Diminuer notre consommation d'énergie, ça induit forcément de revoir certaines choses qui peuvent être perçues comme pas marrantes. Agir pour le climat, dit autrement, ça peut aussi être perçu comme difficile. Donc des changements qui vont apporter des grosses difficultés par la suite. Et donc comment agir à long terme? Il y a ce petit schéma que je vous invite tous à faire maintenant, à tirer 3 ronds si vous avez une feuille de papier sur vous, ou juste à y réfléchir. Comment s'inscrire à long terme dans l'action climat, tout en y apportant de la joie, en étant heureux de le faire. Une des premières questions à se poser, c'est qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, de la joie, quelles sont les sources de satisfaction, et voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Un autre point, c'est en quoi est-ce que vous êtes doué. Là, si vous êtes professeur en architecture, ben vous êtes probablement doué en architecture. C'est un gros réseau dans le milieu architectural. Si vous êtes doué en psychologie, ben vous comprenez potentiellement très très bien comment fonctionne le cerveau humain, comment faire adopter à l'homme d'autres comportements. Donc ça va être vos compétences, vos ressources, vos réseaux. Et puis il y a qu'est-ce qui doit être fait au niveau du climat. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez complété un petit peu ces 3
rond là, c'est de voir finalement qu'est-ce qui se trouve à l'intersection de ces trois cercles, au centre de ce diagramme de Venn, pour identifier ce que vous avez envie de faire, ce qu'il est capable de faire, et ce qui vous apporte de la joie pour le faire pendant longtemps. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Alors pourquoi c'est important de cultiver la joie? Forcément pour moi c'est pour s'inscrire dans une dynamique à long terme, mais au-delà de ça il y a une étude, alors je vais vous donner la source là, qui s'appelle Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network. C'est une étude qui a été faite sur 20 ans aux États-Unis et qui dit que quelqu'un qui est heureux propage son bonheur à 15% des personnes qui il est en contact en premier degré. Mais pas seulement, indirectement, au deuxième degré, donc les personnes qui sont en contact avec les personnes au premier degré, le bonheur a également été propagé et ça va jusqu'au troisième degré. Donc je pense que quand on rentre dans l'action climatique, si on parvient à y trouver vraiment de la joie, du bonheur, etc. Je ne suis pas très doué pour parler de ça, mais je trouve que c'est important d'en parler, c'est pour ça que j'en parle. Mais disons que cultiver le bonheur dans l'action climatique, ça peut avoir un impact multiplicateur qu'il ne faut pas négliger. Si moi je reprends personnellement la manière dont j'ai réduit et dont je travaille aujourd'hui, je suis extrêmement heureux, je me sens pas du tout, j'ai aucun problème à ne plus prendre l'avion par exemple, j'adore prendre le train, et finalement j'ai créé un autre mode de vie qui est différent du mode d'avant. J'étais heureux aussi avant et maintenant je suis tout aussi heureux, mais donc le fait de changer, j'ai pas finalement cette impression d'avoir fait des concessions. Et au contraire, c'est parfois un peu plus lent, un peu plus serein, et je m'y retrouve très très bien. Et je pense que c'est une question de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires à créer pour qu'il y ait, comme Cécile l'a montré dans son premier schéma, un changement culturel qui peut amener à des nouvelles normes sociales, qui lui peut être aussi, le changement de normes sociales peut être à la hauteur du défi, des enjeux qui sont passés aujourd'hui. Voilà. Dernier point, donc pour revenir sur ce premier schéma que je vous avais montré avec la vision carbone, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse interdépendance des enjeux. D'autrement, quand vous limitez vos déplacements en voiture, vous réduisez la pollution de l'air. Quand on mange moins de poissons, on réduit l'impact associé à la perte de la biodiversité. Manger moins de viande de bœuf d'origine étrangère, on limite la déforestation. Si on mange du bœuf ici, ça dépend ce que les bœufs mangent ici. Ça peut aussi limiter la déforestation. Acheter des vêtements en seconde main, ça limite la présence de microplastiques. Il faut savoir que la présence de microplastiques dans les océans est principalement liée au nettoyage, liée notamment au nettoyage de vêtements synthétiques et principalement des nouveaux vêtements. Le pourcentage de microplastiques est supérieur quand on parle de. Plus important pour les nouveaux vêtements que pour les vêtements usés. Et puis les actions finalement de sobriété peuvent aussi poser des questions sur les inégalités. Donc voilà. J'ai oublié le slide principal qui était mon slide. Merci de votre attention. Il va être masqué dans la foule de slides. Mais voilà, en tout cas, merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, je suis là. Maud Leloutre est là aussi pour la question autour du bilan carbone. Et Cécile, Sarah, Laura et l'équipe du Conris sont là pour les questions autour des challenges. Un grand merci Thomas. J'ai un petit écho. Peut-être Sybille, notre conseillère à la transition qui est là, peut-être une réaction de ta part, Sybille, et puis on fera un tour de table, peut-être Sybille et puis Maude. Alors peut-être Sybille est partie depuis. Maude, est-ce que tu es encore avec nous? Oui. Est-ce que tu voulais rebondir, Maude, ou faire passer des messages, notamment par rapport à la campagne Save Énergie Eh bien, merci à Thomas pour cette belle présentation. Nous, oui, voilà, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites sur les efforts de l'université au niveau infrastructure. Effectivement, on ne saura pas atteindre les objectifs sans l'implication de la communauté universitaire, puisque l'usage nous, on peut faire en sorte de rénover des locaux, de faire en sorte qu'ils
utilise moins d'énergie fossile, mais c'est vrai que tout ce qui est finalement usage et économie et éviter le gâchis, ça passe par un travail en collaboration avec les utilisateurs des bâtiments et donc la communauté. Et c'est pour ça que la campagne Save Énergie est sortie. Alors, on ne va pas se le cacher, elle est aussi sortie parce qu'il y a eu une envolée des prix des matières premières, enfin des énergies fossiles depuis une petite année et surtout depuis cet été, qui fait que c'est un peu la panique aux institutions constatées sur nos factures. Et finalement, c'est assez malheureux, ça fait 10-20 ans qu'on dit que tant que l'énergie sera un coup bas, ben, il ne se passera pas grand-chose. Et je pense que là, on a une illustration magnifique de ce qui est en train de se mettre en place. Et c'était vrai. Et donc, ici, je pense que effectivement, cette campagne s'est lancée dans un contexte économique, mais avec une volonté d'atteindre des objectifs environnementaux et climatiques derrière, qui est portée par l'université. Et je pense qu'il faut que tous les petits efforts qu'on voudrait mettre en place tous ensemble, ben, ils perdurent sur la durée, bien sûr. Ce n'est pas juste pour cet hiver et pour une histoire de budget, c'est vraiment une façon de travailler ou d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure quand on travaille, quand on étudie et se dire que finalement, on est tous un peu le moteur de ces changements. Merci Maude. Eh bien, on a quelques minutes pour les questions-réponses, aussi bien avec Thomas qu'avec Maude qui est avec nous. Je propose Louis, je vois que tu lèves la main. Louis, tu peux peut-être allumer ta caméra, comme ça on te voit quand tu poses la question. Super. Oui, donc bonjour à tous. Merci Monsieur Hansard pour votre intervention. J'avais une question sur le bilan carbone et les autres bilans avec des indicateurs environnementaux, la question des indicateurs environnementaux qui se développent. Et je me demandais si vous voyez plus ça comme des outils de sensibilisation ou alors comme des bilans qui pourraient qui pourraient avoir une force légale comme le bilan financier des entreprises, en tout cas à terme. Et est-ce que le bilan carbone et les bilans environnementaux vous semblent réalistes à grande échelle? Car j'ai travaillé sur la question des compensations éoliennes et on voit bien que voilà, ça demande vraiment une grosse main-d'œuvre pour quantifier tout ça. Et une dernière question, c'est si vous pensez que cela peut réellement changer le système dominant ou est-ce que c'est juste quelque chose qui se rajoute bien que ça permette de sensibiliser? Voilà. Merci. Je pense que votre micro est coupé. Oui. Effectivement, je l'avais coupé. Ça fait beaucoup de questions. Alors, effectivement, dans tout ce qui est nouveau modèle économique alternatif, on se dit on va induire finalement au-delà de l'euro la question par exemple, du CO2 ou la question de l'humain. Enfin, il y a parfois des comptabilités avec 7 facteurs. J'ai pas un avis hyper tranché là-dessus. Je pense que, en tout cas, le système économique moderne ne tient absolument pas compte et c'est ce qui court à sa dérive. C'est ce qui est extrêmement problématique pour le climat. Effectivement, ça nécessiterait énormément de main-d'œuvre pour faire le bilan carbone de toutes les structures. Alors en France, c'est obligatoire pour au-delà d'une certaine taille. Est-ce que forcément la France, de par le simple fait de faire le bilan carbone, voit ses émissions réduire? En tout cas, une meilleure compréhension des enjeux, ça c'est sûr. Mais voilà, moi personnellement, j'ai pas un avis assez tranché que pour répondre à ça. Et alors après, sur la question du système économique dominant, pareil, c'est des questions vraiment d'économie et je ne suis pas... J'ai un avis personnel, mais pour dire simplement, le système est tel que il faut changer d'indicateur du PIB, parce que là, le PIB est un très mauvais indicateur. Il y a l'IDH, il va y avoir l'indice de développement humain qui pourrait être un autre indicateur qui pourrait aussi rentrer en ligne de compte, avec potentiellement un indicateur lié aux émissions, donc ce sera un triple indicateur. Après, moi, la grosse question que je me pose, c'est, dans un monde, on va dire idéal, pouf, on switch le PIB, on en tient compte d'une certaine manière, mais à hauteur équivalente avec les autres indicateurs, on développe un nouvel indicateur universel. Je pense que c'est nécessaire, parce que ceux que l'on a aujourd'hui sont très mauvais.
La grosse question que je me pose, c'est comment. Et ça, j'ai pas de réponse. Merci. Peut-être une réaction à notre niveau. Effectivement, un rapport pour le mettre dans un tiroir au-dessus d'autres rapports, ça n'a pas tellement de sens. Maintenant, ici à l'université, c'était quand même important parce que s'il y a des éléments qui peuvent être évidents à calculer, c'est-à-dire nous, à notre niveau, au niveau de l'énergie, calculer les émissions de l'université en fonction des combustibles qu'elle utilise pour son chauffage, pour le chauffage de ses bâtiments ou ses usages électriques, c'est quelque chose qu'on faisait déjà. Mais ce qu'on avait difficilement possibilité de mesurer, c'était qu'est-ce que ça représentait dans tous ces impacts. Alors, je ne vous cache pas qu'effectivement, comme l'a dit Thomas, là, il y a quand même énormément dans les calculs qui ont été faits des choses qui sont où on a utilisé des facteurs d'émission généraux parce qu'on n'a pas les données. Et ça nous permet aussi de nous rendre compte que, donc ici, il est vraiment à prendre avec des pincettes, ce bilan carbone, parce que je pense qu'on peut être au-dessus ou en dessous à des dizaines de pourcents près. Mais ça permet un petit peu, en tout cas, de regarder quels sont les différents impacts de l'université et aussi d'essayer de travailler, nous, en interne, pour essayer de collecter des infos et le rendre plus fin et plus fiable. Et je trouve quand même que ça reste un exercice intéressant dans la globalité. Pour une grosse institution comme nous, hein, parce que là, on est multisite, c'est 4 campus, donc voilà. Moi, je pense aussi, si je peux me permettre, je pense que c'est utile dans la cohérence qu'on cherche aussi. On dit qu'il faut agir à différents niveaux, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. On dit que ça va se renforcer, que la culture va se renforcer en voyant les actions de part et d'autre. On invite chacun à calculer son empreinte carbone. Ça me paraît logique que si je calcule mon empreinte carbone et que ce soit mon université quelque part qui m'invite à le faire, je lui pose la question de savoir, tiens, et quelle est l'empreinte carbone institutionnelle et qu'est-ce que vous pensez faire pour la réduire. Je trouve que avancer comme ça de façon transparente, c'est pour moi presque une base, quoi. Thomas, tu veux réagir? Oui, je suis tout à fait. Enfin, en fait, je pense que le bilan carbone est nécessaire pour avoir les chiffres. Alors, moi, la question, je l'ai. Enfin, donc, forcément, le bilan carbone permet d'avoir des données, et ça, c'est nécessaire. Après, est-ce que c'est suffisant pour la suite? Je pense que non. Donc, c'était pour ça que j'avais moi. Et pendant le bilan carbone, j'ai pas non plus faire de la promotion de ce qu'on fait, mais clairement, je pense que c'est un outil qui est intéressant, mais qui est aujourd'hui insuffisant pour un changement à grande échelle. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a encore un peu de temps. N'hésitez pas, allumez votre caméra et prenez la parole. C'est un moment d'échange et c'est très bien de vous découvrir par la même occasion. Alors, peut-être, moi, pour peut-être un petit sondage, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de vraiment être des relais, des ambassadeurs? Est-ce que vous pensez que calculer son empreinte carbone individuelle, c'est bien pour installer une nouvelle culture de la durabilité dans notre communauté, d'en parler, de regarder ce qu'on fait, etc. Et si oui, est-ce que vous pensez qu'on doit communiquer largement et est-ce que vous auriez, vous, envie de communiquer autour de vous en disant mais c'est chouette, l'Université de Liège est en train de bouger, la communauté est en train de bouger et c'est le moment ou jamais, allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois des cœurs qui s'affichent. Alors, j'ai vu peut-être ton chat parce que tu as des messages qui arrivent. En tout cas, Isabelle a écrit. D'accord. Mais alors, peut-être, si tu es d'accord, Laura, de lire peut-être certains commentaires. Je vois un commentaire par rapport à ce qui est la question de démoraliser. J'ai beaucoup aimé, moi, la fin de l'intervention de Thomas où il expliquait que finalement, le chemin vers la durabilité, c'est un chemin qui conduit vers la joie. Je peux vous dire qu'au Green Office, on est dans une énergie positive, ça nous nourrit. On a l'impression qu'on s'épanouit parce qu'on sent qu'on fait quelque chose d'utile. Et donc, je rejoins tout à fait Thomas là-dessus. Et je dirais une chose par rapport à la question du côté démoralisant, c'est la question de l'espoir.
c'est de se dire que quand on fait de l'action, on le fait parce qu'on croit à quelque chose, donc c'est une source d'espoir, et l'action qui porte un changement renforce cet espoir-là. Et donc on va inviter la communauté Uliège aussi à réfléchir à ces raisons d'espérer. Et je pense que face aux incertitudes actuelles, voilà, on voit là, il y a la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de choses dans notre société qui sont démoralisantes et anxiogènes, et se souder autour de valeurs, autour d'énergie positive comme l'espoir, comme la joie, comme l'a dit Thomas. Je pense que c'est quelque chose que... il me semble que c'est un moment unique, peut-être même dans l'histoire de l'université, où notre communauté est appelée à mobiliser cela, ce qui n'est pas habituel dans une université, à mobiliser cela pour aller plus loin ensemble. Ouais, et moi, si je peux rebondir, je vois Isabelle et Judith qui disent toutes les deux être un peu interpellées par le résultat du calcul qu'elles ont eu. Vos chiffres sont quand même vraiment très, très, très bons. Hein, parce que peut-être que vous aviez l'impression que vous étiez encore plus bas, mais être à 4,6 et 6,65, c'est quand même déjà un énorme travail. Et quand on voit les moyennes belges que Thomas nous partageait tantôt, vous pouvez quand même être fort fier d'être déjà à si bas et d'avoir aussi bien avancé. Donc, je pense que vous n'êtes... Peut-être que vous voulez en faire encore plus, sûrement, c'est top, mais vous pouvez quand même ne pas être trop démoralisé de trouver des chiffres pareils. Et les 2 tonnes, c'est pour 2050, Isabelle. Donc en 2022, te dire que tu es déjà à 4, un peu moins de 5, c'est quand même déjà fort, fort bien. Tu as encore une bonne trentaine d'années devant toi pour en enlever encore 2, donc c'est pas si mal. Si je peux réagir. Oui. En fait, je pense que si vous êtes entre 5 et 8 tonnes, vous êtes déjà très très bien. Il y a des changements structurels qui sont nécessaires. Parfait. Donc, je ne sais pas comment vous déplacer, mais il y a une nécessité d'avoir un aménagement du territoire qui devrait vous permettre de faire vos courses à vélo, en transport en commun plus facilement pour arriver à ces 2 tonnes. Il y a une politique d'isolation des bâtiments qui devrait être beaucoup plus massive et financée par l'État, qui devrait aussi permettre de réduire l'impact à la mobilité. Il y a la question, enfin voilà, en fait, il y a pas une... Individuellement, personne ne peut arriver à 2 tonnes. C'est trop structurel et trop systémique. Donc là, vous êtes déjà très bien. Moi, le seul conseil que je vais vous faire, c'est passer à une dimension collective. Rejoignez Green Office ou travailler. Il y a plein de choses à faire qui sont hyper intéressantes. Alors, pour répondre à Marc-Henri Bawin, effectivement, là, la moyenne belge, tirée la lettre l'homme du GIEC, elle est de 16 tonnes, mais ce chiffre-là va être revu ici en début 2023 et remonte déjà à quelques années. Donc il a certaines limites, mais voilà, c'est le seul chiffre officiel que j'avais, mais je sais qu'il a des limites et je me réjouis d'avoir les limites. Et je rebondis aussi sur ces échanges pour dire, effectivement, notre société est engluée dans le pétrole, donc structurellement, c'est absolument pas facile de diminuer au-delà d'un certain niveau notre empreinte carbone. Mais ce qui est important, c'est quand vous faites ces choses-là, ça se voit. Vous en parlez autour. Je prends l'exemple de Catherine Henry qui fait pas mal de choses dans son service à l'université. Elle en parle à la cafétéria, ça se voit. Et donc, par le phénomène d'imitation sociale, même si vous ne les invitez pas à un repas, ils vous voient le faire et ça entraîne quelque chose de nouveau qui se passe. Donc ça, c'est super important aussi. Donc, bravo pour l'inspiration que vous pouvez insuffler chez les autres. C'est du positif, en fait. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, Thomas, je vois que tu parles, donc ouvre ton micro, comme ça on t'entend. Non, j'ai peut-être aussi une dernière remarque. En fait, en Europe, la moyenne, en fait, il y a énormément d'inégalités dans les moyennes, enfin dans les emprunts carbone. Donc, si on prend au niveau européen, les 10% les revenus les plus hauts ont une moyenne de 30 tonnes. Et les 50% les plus bas ont une moyenne de 5 tonnes. Alors, ça reste des moyennes, hein, mais tout ça pour dire que quand on prend la moyenne belge, elle est vraiment tirée vers le haut par certaines personnes. Il faut que cette personne-là
change, adopte de nouveaux comportements, et tout l'effort ne peut être porté par ceux qui l'ont déjà fait, en fait, simplement. Oui, et alors j'ajouterai encore une chose pour quelque part justifier pourquoi on pense et qu'on donne toute notre énergie pour ce travail à l'université. D'une part parce qu'on pense que la population qu'on cible, c'est 25 000 jeunes, donc c'est déjà des personnes qui ne sont pas encore trop installées dans un mode de vie, le type de maison, etc. Elles ne l'ont pas encore, donc c'est le moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que globalement, on est quand même dans une couche de la population qui a des moyens et donc qui consomme. Donc, c'est potentiellement déjà la plus concernée, je dirais, en Belgique. Et la troisième chose, c'est que avec le niveau d'études qui est délivré à l'université, c'est pour partie responsable de hauts postes après dans la société, et donc des postes qui sont susceptibles d'avoir une certaine puissance, une influence pour du changement. Donc, nous, on voit ça comme 3-4 extrêmement bonnes raisons de taper le clou et de mobiliser la communauté universitaire. Et en plus, comme je l'ai dit au départ, on est sur un territoire relativement grand et à la fois pas trop grand, et l'université, c'est quand même 1/8 de la population du territoire. Donc, la culture qui s'installe à l'université fera un impact au niveau du territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ou l'autre? C'est le moment. Alors, s'il n'y a plus de questions, moi, je remercie encore chaleureusement Thomas, parce que c'est toujours un plaisir. C'est riche. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont tu nous as transporté de l'impact individuel, collectif et puis du territoire, et puis sur des dimensions qui vont au cœur de l'humain. Et c'est évidemment au cœur de l'humain qu'on pourra mobiliser chacun, chacune. Merci à Maude aussi d'avoir rebondi. Je vois Maude qui est déjà de nouveau dans son travail. Merci à toute l'équipe qui œuvre d'arrache-pied, minute après minute, mail après mail. Merci à tous ceux qui étaient là avec nous, qui collaborent avec le Green Office. Merci beaucoup, beaucoup, et à une prochaine fois. Au revoir, et puis bon week-end aussi. Merci aussi. Au revoir. Au revoir.